Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un débrief que je souhaitais faire sur Last Thing Last, aussi connu sous le nom de la dernière mission en français, qui est le scénario présent dans le livret d'initiation de Delta Green version 2017, à la fois en anglais et c'est une nouveauté en français. Donc pour moi, ça a été l'occasion de tester cela avec des gens dans une convention, une petite convention autour de Rennes, donc l'occasion d'avoir 4 personnes avec qui j'avais jamais joué pour essayer un peu autre chose. Comme il est si bien dit dans Ghost in the Shell, quand Makoto Kusanagi recrute Togusa, elle lui dit, enfin Togusa lui demande pourquoi vous m'avez embauché, parce que visiblement vous êtes tous des cyborgs de l'enfer. Elle dit parce que c'est pour éviter on pense tous de la même façon, et donc on a besoin de 109 pour un peu changer notre fusil d'épaule et improviser. Et pour moi, l'exercice a été un peu quelque part ça, sans me comparer à la fameuse section 9, mais à savoir que je joue souvent avec les mêmes personnes, donc on a des habitudes, on commence à connaître les gens, on est un peu pressé de les manipuler psychologiquement parce qu'on connaît leurs boutons, et on sait comment ils réagissent et comment ils vont agir. Donc ça permet un petit peu de mettre de l'eau dans son vin, ça permet aussi en tant que maître du jeu, quel que soit son niveau, quelle que soit son expérience, d'avoir en face de soi des gens qui sont un peu différents et de devoir changer un peu, évoluer, s'adapter. Donc voilà, j'ai utilisé des pré-tirés qui étaient présents dans le livre d'initiation, qui sont essentiellement un psychologue, un médecin, un membre des forces spéciales, un agent du FBI, un astrophysicien, et le dernier, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais des profils assez divers, mais vraiment classiques dans le Delta Green. Et le scénario est extrêmement simple, il tient en 2 scènes. Le scénario, le pitch est bête comme chou. Il y a un ancien agent de Delta Green dans les années 70, durant le Vietnam, qui est mort. Il vient de trépasser. Sa femme est morte il y a longtemps, donc en fait il est tout seul. Enfin, son appartement n'a pas été touché par ses enfants qui vont arriver sous 48 heures. Donc vous arrivez à 14 heures au bureau de poste, votre agent traitant vous dit vous avez 48 heures pour aller là-bas, nettoyer l'appartement de fond en comble, trouver n'importe quelle trace qui le lie de près ou de loin de Delta Green, et effacer ces traces-là. Point. Et vous devez aussi nous dire, puisque ça fait longtemps en fait qu'il n'est plus vraiment dans Delta Green mais qu'il est sympathisant, si jamais il a été, s'il a enfreint les règles de Delta Green. Donc si par exemple il a utilisé de la magie ou des éléments pour des fins personnelles. Ce qu'on n'a pas le droit de faire dans Delta Green, je rappelle que vous faites ça potentiellement, c'est vous qui devenez la prochaine cible de la prochaine mission Delta Green. Donc voilà, vous partez dans l'appartement, vous évitez la petite vieille sur le palier qui est la voisine, un peu trop fouineuse, et vous rentrez dans l'appartement où en gros tout est nickel, à l'exception de 2 choses, une pile de paplard immense puisque le monsieur était comptable et qu'il était avant l'ordinateur, donc en fait il n'a pas d'ordi. Ce qui fait que vous devez tout éplucher, ça prend 13 heures, donc c'est sans appui de quelqu'un qui a la comptabilité, et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a la comptabilité parmi les personnes des pré-tirés, ça vous prend minimum 13 heures. Donc évidemment 13 heures ça vous amène après 14 heures de nuit, et l'autre seul élément que vous trouvez d'intéressant c'est une clé qui semble être une grosse clé pour une cabane, ou c'est marqué juste chalet dessus. Donc, hormis ces informations, les informations de base que Delta Green nous a filées, à savoir de quelle date à quelle date il a été agent, puis sympathisant, que sa femme est morte il y a 20 ans d'un cancer, qu'il a 2 enfants, et patati patata, en fait, les papiers voulaient juste indiquer que oui, il possède, il n'y a rien dans son appartement, tout est nickel. Par contre, il a un chalet. Le chalet semble être enregistré à son nom, et il est à 2 heures de route. Donc vous devez sortir, aller de nuit dans le chalet. Le chalet est complètement isolé dans la forêt. Souvent, vous allez arriver de nuit avec votre voiture. Et dans le chalet lui-même, il n'y a pas grand-chose. Il y a une cheminée, il y a l'électricité, et il y a a priori des toilettes. Ainsi que des toilettes sèches. Il y a les toilettes sèches à l'extérieur, qui doivent être reliées à une fosse septique, ou que sais-je. Et il y a une grosse fosse septique, effectivement, mais qui est en extérieur, qu'on peut voir à 10 mètres du chalet. Il y a aussi une remise dans laquelle vous trouvez des bidons d'essence. Il y a 4 bidons d'essence qui sont tous remplis. Et donc en fouillant vite fait dans le chalet, le seul truc que vous trouvez intéressant à l'intérieur, c'est une grosse boîte en métal style coffre militaire avec un logo, un triangle vert forcément. Les joueurs peuvent l'ouvrir et découvrir à l'intérieur des objets qui sont un peu aléatoires, donc c'est à vous soit d'improviser, soit de tirer de la liste qui vous est donnée par le scénariste. En gros, c'est des objets un peu chelous, il y a une sphère, qui a des propriétés magnétiques, donc perdre la SAN, il y a un uniforme taché de sang, mais il n'y a aucune explication en fait, c'est un peu à vous de faire la popote. Le seul que je trouve peut-être le plus intéressant, c'est
un dossier de Delta Green, justement, qui explique que Delta Green a traqué des anciens nazis, évidemment, sous une société écran en Colombie. Il fait référence au groupe K. Donc pour la nouvelle génération de Delta Green, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans les années 90, dans le premier Delta Green, K, c'est la Karateka, donc c'était des anciens nazis qui étaient l'un des principaux antagonistes de Delta Green faire son pré-programme, donc avant la fusion avec Magic 12. Et ils avaient une particularité, c'est qu'ils avaient des puissants nécromanciens parmi eux qui avaient lu les bouquins d'Herbert West. Notamment, ils avaient la Hacienda, qui était un truc absolument horrible au fin fond de l'Amérique du Sud. Passons, et donc à la fin du... Donc il y a une idée qui rapporte que Delta Green a en gros fait un assaut contre cette société écran. Et à la fin, en fait, il y a une enveloppe craft où c'est marqué, je ne sais plus, formule Kessler ou un truc comme ça. Et l'enveloppe est vide. Et le dernier élément, et pourquoi c'est important, je vais vous expliquer, parce que dans le seul élément qui est obligatoire dans cette boîte, c'est un petit papier manuscrit qui a été écrit par Clyde Bowman, donc le mec qui vient de mourir, qui dit en substance, si vous trouvez ce papier, ça veut dire que soit je suis mort, soit je suis complètement impotent. Dans tous les cas, vous allez dans la remise, vous prenez les 4 bidons d'essence, vous allez au niveau de la fosse, vous entrouvez la fosse septique, vous ne regardez pas à l'intérieur, le moins vous regardez à l'intérieur, le mieux ça sera, vous déversez les 4 litres d'essence, vous craquez une allumette, vous refermez. Vous faites ce que j'ai pas eu la force de faire, il faut surtout pas que mes enfants voient le cadavre, que Dieu ait pitié de mon âme, et c'est signé Clyde Bowen. Donc, évidemment, il y a beaucoup de questions qui nous amènent à la fosse septique, qui est en fait une prison, dans laquelle, dès que les joueurs arrivent, ils commencent à entendre du tintamarre, et une voix lancinante de vieille femme qui les implore de lui ouvrir et de la secourir. La vieille femme semble posséder tous les souvenirs de la femme de Bowman qui est morte il y a 20 ans d'un cancer. Par contre, si jamais ils entrouvent la porte, ils voient qu'il y a une espèce de silhouette décharnée, couverte de cancer et d'excroissance, puisqu'en fait, littéralement, c'est comme si comme si Bowman avait lancé une sorte de sortilège pour maintenir sa femme en vie pendant près de 20 ans. Effectivement, elle ne peut pas mourir, mais elle n'est pas dans un très bel état, elle est complètement nue dans la fosse, et c'est là où vos ennuis commencent. Parce qu'en gros, tout le scénario, comme je dis, il n'y a quasiment pas de scène, mais c'est uniquement un débat moral entre vos joueurs. En théorie, c'est un scénario d'initiation. Ce qui veut dire que vos joueurs n'ont jamais joué à Delta Green. Ils n'ont jamais joué à Cthulhu, peut-être, j'en sais rien. En général, ils n'ont pas joué à des jeux horrifiques. Ce qui fait qu'en fait, ils sont obligés de se poser ces questions-là, des questions que les classiques sociopathes de Delta Green qui ont fait 5 ou 6 scénars se poseraient même pas, ils arriveraient, ils balanceraient l'essence, craqueraient une allumette, ils se barraient, ils feraient, ah c'est bon, maintenant on peut finir à 21h et rentrer chez nous. Voilà, c'est littéralement, c'est comme ça que je vois les joueurs rôder Delta Green, en tout cas le faire. En tout cas, c'est pas un scénario qu'il faut faire en fin de campagne, c'est clair. Et à la fin, donc, potentiellement, c'est soit vous la cramez, soit vous l'aidez à sortir, soit elle sait que vous allez la cramer, et donc elle a par désespoir, en fait, la chose qui possède, qui fut Marlène Bowman, en fait, donc le rituel de résurrection a complètement foiré. La femme n'a pas ressuscité, mais elle a été possédée par un espèce d'esprit qui la maintient en vie, donc il la régénère en continu, qui s'appelle l'autre. Et l'autre, il a qu'une envie, donc déjà il est extrêmement néfaste, mais il a qu'une envie, c'est de se barrer et de posséder d'autres corps. Donc en fait, il se fait passer, parce qu'il a accès à la mémoire de son hôte pour la femme de Bowman, ce qui fait que Clyde Bowman n'a jamais eu le courage de la tuer, même s'il sait que c'est pas elle, en fait, concrètement. Et donc c'est au joueur de finir le job. Donc potentiellement, elle a des caractéristiques surhumaines, elle peut se régénérer, elle a 20 points de vie et compagnie. Donc le feu est vraiment la meilleure solution. Les armes à feu, bah, bonne chance, parce qu'en gros, elle a de l'arme naturelle, et puis techniquement, vous êtes de nuit, vous êtes dans la forêt, donc c'est très très compliqué. Et si jamais elle arrive à mourir assez loin, l'autre peut posséder un cadavre qui avait plus de 1 en intelligence. Donc généralement, ça fait pas mal d'animaux quand même. Ou encore le pire, un chasseur, ou j'en sais rien. Donc voilà, ça c'est le pitch du jeu. C'est grosso modo, vous identifiez le monstre, et après la question c'est qu'est-ce qu'on fait du monstre. Si, du moins, on pense que c'est un monstre. Donc moi, les joueurs, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ils ont mené l'enquête assez bien, hein, c'est assez facile. J'ai juste rajouté pour rigoler, parce qu'ils sont arrivés de nuit, ils ont heurté un cerf. Donc ils ont eu peur, ils se sont dit, mais est-ce que c'est un monstre? Enfin, j'ai pas trop identifié le truc. Et ensuite, ils sont arrivés, et là, c'était le débat. Il y en avait deux qui disaient, ok, de toute façon, en gros, l'anthropologue et l'espèce de Marines ont dit, bon, bah lui, faut la buter, c'est un monstre. Et les deux autres étaient là en train de dire, mais c'est pas vraiment de sa faute, peut-être que c'est Bowman, en fait, qui était complètement fou, ce qui est possible. Donc il y a eu un débat d'idées. À la fin, il y a l'anthropologue qui a dit fuck it, il a balancé les bidons d'essence en trouvrant juste pour balancer l'essence, malgré les suppliques et les râles en fait de Marlène.
Et il avait tous les bidons à côté de lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ils sont injectivés avec la doctoresse. Et c'est à ce moment-là que Marlène en a profité pour sauter, parce qu'elle a genre 99 en athlétisme, je sais pas quoi, sauter, hop, elle l'a étranglé. Et donc ça a été le tintamarre. La doctoresse est arrivée, elle a réussi à projeter Marlène, parce qu'en fait elle a des gros malus sans force, vu qu'elle étrangle quelqu'un par terre. Et là c'est le drame. En gros, donc le mari, ça commence à sortir son fusil. Il a voulu tirer, mais c'est parti à côté. Le quatrième larron était là en train de se dire qu'est-ce que je fais, l'agent du FBI, et l'anthropologue a donc allumé le briquet, il a fait un échec critique, donc ça, je suis parti du principe que ça fait cramer tout. Donc il y a eu des jets de mortalité pour tout le monde, enfin pour la doctoresse, pour lui et pour Marlène, qui techniquement, bon, je sais pas trop s'il est soumis à ça, mais il a pris cher. Lui, il a pris 10 points de vie, elle a pris 8 points de vie. Alors, heureusement, très rapidement, le quatrième larron est arrivé avec les couvertures parce qu'il a vu le truc arriver, qu'il était en train de cramer. Marlène, carbonisée, a commencé à ramper vers la forêt tout en se régénérant. Et là, en gros, le marine est arrivé avec son fusil, il a commencé à la dézinguer. Et quand il a vu qu'elle régénérait des balles, il a été reprendre les bidons pour la cramer. Le cadavre carbonisé, les blessés hors de danger, ils lui ont arraché les dents pour pas laisser de traces. Ils l'ont remis dans la fosse. Ils ont remis tous les papiers, tout ce qu'ils avaient trouvé dans la cabane et à l'appartement. Ils ont tout cramé pour qu'il n'y ait vraiment plus rien d'identifiable. Et après, évidemment, ils ont verrouillé la fosse en espérant qu'elle se putrifie. Donc voilà, c'était un peu le scénario que j'ai eu. Alors j'étais le premier surpris en me disant que, en lisant le scénario, moi j'étais très déçu. À la base, je me dis, mais c'est vraiment naze, ces deux scènes, et c'est pas très intéressant. Mais il est vrai que ça fait son petit effet. Quand vous avez des joueurs qui démarrent dans Delta Green, ils vont se poser des questions, il va y avoir débat, et évidemment les pertes de santé mentale sont liées à ça. C'est-à-dire que vous perdez beaucoup plus de santé mentale si vous croyez que Marlène est humaine que si Marlène est un monstre. Bon, ça, on passe du D10 au D8. Vous ne regagnez pas de santé mentale, en fait, tant que Marlène ne vous a pas attaqué. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas la certitude physique, enfin concrète, que Marlène est un monstre, vous ne pouvez pas gagner de santé mentale. Donc ça veut dire que ce qui est horrible, c'est que même si cette personne Marlène est un monstre, que vous la cramez, qu'elle hurle, ça vous fait perdre de la santé mentale. Parce que le mimicry, donc la capacité de simulation d'humanité du monstre, en tout cas quand il commence à brûler, est telle que vous perdez la santé mentale. Et ensuite, vous perdez la santé mentale parce qu'elle pousse des cris complètement inhumains et dégueulasses. Donc, c'est ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est un scénario qui peut se plier. Nous, on l'a fait en 2h30. J'espère que les joueurs ont passé un bon moment. Il y avait des profils différents dans les joueurs. Il y avait des gens qui avaient fait du RuneQuest, du Warhammer, et j'avais quand même un ou deux donjonistes, et notamment un qui m'a dit à la fin, sans méchanceté, hein, mais il m'a dit, en fait c'est con parce que ton scénario, tu nous dis, parce que quand j'ai pitché le truc, j'ai dit, la violence n'est pas la solution. C'est spoiler, c'est faire du feu qui est toujours la solution, faire des incendies, toujours la solution dans Warhammer, dans Delta Green, dans Warhammer aussi, vous me direz. Mais là, en fait, son profil, il avait des stades de port en combat, et surtout dans le matos qu'il avait, donc dans le pré-tiré, il avait un fusil mitrailleur, il avait un Magnum 357, un couteau de chasse, il avait des lunettes de visée nocturne. Donc en fait, lui, il partait du principe, parce qu'en fait, il a son gros fusil qui fait en rafale, il fait de la létalité à 20%. Donc je rappelle, la létalité, c'est, en fait, vous tirez pas les dégâts, vous balancez un dessin. Si vous faites en dessous de 20, le mec en face est mort. Si vous faites au-dessus, vous additionnez en fait les chiffres des unités et des dizaines. Et en fait, il m'a dit, non, parce qu'en gros, j'ai joué un mec militaire, soldat, c'est par les armes que j'ai gagné. Et j'étais là, je dis, ouais, mais non, mais il y a beaucoup de facteurs quand même qui font que t'étais de nuit, t'aurais pu toucher tes potes, elle était quasiment imbutable, c'est parce que ton pote l'a cramé avant que, machin. Mais bon, voilà, donc c'était un peu le moment où j'étais triggered en tant que vieux anti-donjoniste de l'enfer, mais j'étais bien triggered. Après, c'est pas la faute du joueur, il a parfaitement joué son rôle, et puis il a joué son bonhomme. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de filer du matos comme ça sur des pré-tirés qui sont faits pour ce scénario, en fait. Alors que le reste des personnages, ils ont des pistolets-flingues, je crois qu'il y en a 2 qui ont des pistolets. Donc bon, c'est pas non plus le propos, je pense, du scénar. La grosse difficulté, en fait, il faut faire très attention dans ce scénar-là, par contre, c'est que puisque tout le dilemme moral repose sur le fait qu'on pense ou pas que Marlène soit humaine, ou un monstre, je pense que le MJ doit quand même avoir une certaine expérience dans l'interprétation des PNJ. Parce que si vous interprétez mal le PNJ, si vous utilisez des mauvais mots, si machin, tout de suite, les gens peuvent tiquer. Je m'explique, il y a un moment, j'ai dû dire, en interprétant Marlène, que oui,
ah, ça fait 20 ans que je suis sous terre, que mon mari m'a enfermé. Et donc tout de suite on dit, bah c'est pas possible, si ça fait 20 ans qu'elle est sous terre, c'est une mort vivante, donc c'est un monstre, etc. Et en gros, après, j'ai dû lui dire, ah non, mais comment vont mes petits-enfants, et patati et patachmol, parce que je suis parti du principe que Clyde Bowman lui donnait des nouvelles, en fait, de ses petits-enfants, j'en sais rien, enfin, peut-être qu'il se disait qu'elle avait encore une part d'humanité. Mais ça a été vraiment tricky. Et ça, je pense que c'est vraiment pas un truc simple quand on démarre l'appel de Cthulhu, Delta Green. Et ça, c'est peut-être le plus grand regret que moi j'ai sur Delta Green par rapport à l'appel de Cthulhu, c'est que l'appel de Cthulhu est quand même un jeu qui, bon, a plus de 40 ans, et qui par conséquent a vu passer pas mal d'auteurs qui ont peaufiné et raffiné les scénarios d'initiation, donc les scénarios qui sont dans les bouquins de base ou dans les boîtes d'initiation, ce qui fait qu'en fait, c'est que ce soit la Maison Corbett, le Jazz du Maccabée, à la Lisière des Ténèbres, ou j'en sais rien, le truc avec le démon d'encre, l'espèce de battu, je crois, avec c'est des migots, je sais plus, dans la version 7, eh ben, c'est quand même fait pour mettre en jambe les gens, apprendre le système, et surtout, en fait, ne pas introduire trop d'éléments difficiles pour le MJ. Or là, je trouve que Delta Green, c'est vraiment bizarre parce que le scénario est hyper court, il n'y a quasiment rien, donc ça veut dire que c'est un peu au MJ d'étouffer la sauce selon ce qu'il fait, et en plus, tout le scénar repose sur un dilemme moral. Et pour créer un dilemme moral en jeu de rôle, c'est pas tous les jours, c'est pas le premier truc que moi j'apprends en tant que maître du jeu. Je veux dire, moi quand j'ai commencé, le premier scénario que j'ai fait, c'était La Lisière des Ténèbres de l'appel de Cthulhu. J'étais en 5e, je me rappelle. Je me posais déjà la question, je savais même pas comment gérer le temps en fait à l'appel de Cthulhu. C'est-à-dire que j'avais pas l'idée de faire des ellipses. Je comprenais pas comment ça marchait dans ce terme-là. Donc je pense que les dilemmes moraux c'était très très loin pour moi. Mais je pense que ça c'est un peu peut-être la seule faiblesse que j'ai par rapport à Arc System Dream, enfin Arc Dream Publishing, les gens qui font Delta Green, ils savent très bien écrire, ils font des très bonnes situations, ils font d'excellents scénars, mais ils ont un côté comme t'apprendras, enfin, sink or swim. En gros, c'est, j'ai pas le temps pour les débutants. Vous suivez ce que je dis, c'est à vous d'être un MJ confirmé. Et si vous êtes débutant, bah un peu tant pis pour vous, quoi. Et c'est, alors c'est une position, hein, ça peut s'entendre, ça peut se dire aussi que c'est des thèmes qui sont assez matures, que c'est un univers justement qui est assez violent, qui est assez froid. Mais je trouve ça un peu dommage en fait, c'est-à-dire qu'ils ont jamais fait leur autocritique par rapport à ça. Enfin moi j'ai le sentiment, après j'ai pas lu leurs autres jeux, on verra Black Company hein, s'ils font ça, mais j'ai jamais eu, même je me rappelle Delta Green première édition, il y avait Marionnette et Ombre Chinoise qui était encore un peu ok, assez soft, mais alors c'est quoi, c'était Conjoncture, j'ai plus le Convergence, il y avait un village où en gros, attention spoiler pour un scénar qui a plus de 30 ans, où en gros, il y avait des migots qui faisaient des expérimentations sur les gens quand ils dormaient, avec de la protomatière, ce qui faisait qu'il y avait des nouveaux organes, il y avait des muscles vachement balèzes. Et donc il y avait un gamin qui s'en fait exprès tuer tout le monde, en fait, avec un coup de poing. Et on vous disait dans le scénario, bah, un jour, bon, bah, un des PJ se fait enlever par les migots, et il lui change je sais plus, son estomac ou son intestin. Ok. Et après, on vous dit, bon, bah, de toute façon, il y a une chance sur deux qui meurt. Et enfin, on dit, bon, bah voilà, il y a beaucoup de chances qu'il meure une fois que vous êtes débarrassé des migots. Et puis, bon, voilà, vous pouvez dire, si vous êtes gentil, vous pouvez lui dire que, en gros, c'est un truc expérimental qui va survivre. Sinon, et je le note de tête, hein, mais c'était marqué, sinon, allez-y, butez ce pauvre connard. Donc, voilà quoi, ça c'est très. C'est un parti pris, qui fait que je je sais pas, je m'interroge pour les débutants si Delta Green c'est vraiment très très bien. Ou alors je sais pas, il faut vraiment partir sur peut-être Black Sat, le truc avec les astronautes, ou il y a sûrement matière à faire, mais ou la dernière équation. La dernière équation me semble quasiment bien meilleure par rapport que Last Thing Last pour justement parce que c'est plutôt bien posé, c'est un peu plus long. Et pour un MJ qui démarre, au moins il y a très très peu de danger quelque part. La menace est très humaine finalement, puisque tout le monde peut imaginer un virus, simplement une espèce de virus mimétique, et en fait on peut juguler en plus la distance, qui est enfin, le besoin que Delta Green attend des joueurs. C'est-à-dire qu'en gros Delta Green peut juste prendre son téléphone à la fin et dire bah il n'y a qu'une seule cible, allez à New York, occupez-vous du professeur en maths qui a été infecté, mais tous les autres on s'en occupe. Quoi. Bref, donc voilà, c'était un peu mon idée sur Last Thing Last, qui est plus intéressant, vraiment encore une fois je suis le premier étonné, hein. Moi je l'avais lu, j'avais trouvé ça nul, et en le jouant, en le maîtrisant, je trouvais ça pas si dégueulasse, en fait ça marche. Le dilemme moral marche, mais ça demande un certain effort en maître du jeu. Donc voilà, en attendant, c'est tout ce que je pouvais vous dire, j'espère que ça vous a plu. Puis n'hésitez pas, hein, si vous l'avez fait jouer, dites-moi dans les commentaires votre feedback à vous, si vous pensez que justement je vais complètement dans le mur. Il n'y a pas de souci, hein, c'est ça aussi, mais c'est toujours pour les gens qui vont lire,
regarder la vidéo, ça permet de créer du débat, ça permet de créer du contenu, parce que c'est hélas un peu triste, mais je trouve que maintenant, à l'orée 2025, avec les grandes théories sur Internet mort, il y a très très peu de forums, il y a très peu en fait de lieux où la connaissance continue. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais t'es mignon, t'es sur YouTube, donc c'est pareil, en gros, le jour où Google ça marche plus, ils vont couper les frais ou machin. Mais c'est vrai que c'est dommage que je trouve que Discord, par exemple, autant pour moi c'est un IRC glorifié, hein, ça a toujours été, mais il n'y a pas cette pérennité, cette facilité à indexer la connaissance que peut avoir un forum, et c'est bien dommage, donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou autres, lâchez-vous, et puis bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Allez, salut!